Bien, bonjour à tous. Je vous propose donc de commencer sans plus tarder. Ce septième cours de la chaire Innovation technologique, Liliane Bédancourt, qui est dédiée donc à la robotique. Alors la séance d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « Les dérivés du mouvement ». Je vais vous parler de... Alors j'avais annoncé deux problèmes, en fait il y en aura trois. Trois problèmes mathématiques ouverts en robotique mobile. Et ensuite, donc, Oussama Khatib, professeur à l'université de Stanford, vous parlera des robots et des hommes. Alors pourquoi les dérivés du mouvement? Bien, vous allez comprendre un petit peu, parce qu'on va parler quand même de... moi, je vais rentrer dans les détails des dérivés sur les mouvements des robots mobiles. Et il y a un concept sous-jacent à l'exposé que fera Oussama Khatib, qui est le concept de jacobienne qu'on a déjà aperçu il y a quelques séances et qui porte bien sur un espace tangent. On ne le dira pas comme ça, mais disons que c'est ce qui a fait le lien pour mettre en place cette séance. Bien. Alors, trois problèmes mathématiques ouverts en robotique mobile. J'ai introduit cette leçon qui peut-être va paraître un petit peu absconse pour pas mal d'entre vous. Enfin, le défi pour moi, c'est de vous rendre intelligible des outils mathématiques qui sont utiles à la robotique et surtout d'insister sur un point, c'est que la robotique a besoin des mathématiques. Hein, très souvent, on en donne une image de la robotique comme un champ disciplinaire qui n'est qu'un champ d'intégration technologique. La robotique, c'est que de la techno. Hein. Il n'y a pas... Non, la robotique, dans l'étude que j'ai, qui est le leitmotiv un petit peu de tous mes cours, qui est cette discipline qui tend à rendre compte d'un possible rapport de la machine avec le monde réel, machine qui agit par le mouvement sur le monde réel, avec des mouvements contrôlés par ordinateur, eh bien cette problématique-là, elle est source de savoir en train de se faire, hein, et ce savoir-là repose sur des notions mathématiques. Très souvent, on va dire, bon, quand même, n'exagérez pas, ça va être du ressort des mathématiques appliquées. Eh bien non, vous allez voir que là, ça va un petit peu au-delà des mathématiques appliquées, et ce sont ces concepts-là que je voudrais vous faire passer dans cette séance. Alors, je fais un tout petit rappel du cours du 13 février, puisqu'on va parler de robotique mobile, on va parler de systèmes non holonomes, oublions peut-être le terme non holonome, on va reprendre ce dessin dont je vous rappelle qu'il était le logo d'un projet européen des années 90, qui mêlait précisément roboticiens et mathématiciens autour du contrôle de ces systèmes-là. Hein. Donc, comment garer sa voiture, hein, c'était le cours du 13 février. Alors, je vous rappelle qu'on était parti de choses très simples. On avait dit, bon, bien, une voiture, pour la positionner dans l'espace, il faut trois paramètres, deux paramètres de position x, y, un paramètre d'orientation θ, hein, donc c'est ces trois paramètres. Et simplement, il y a une contrainte qui est la contrainte du roulement sans glissement, qui s'écrit par la relation simple que la tangente à la trajectoire doit être portée par la direction du véhicule, c'est-à-dire la tangente, vous savez, dérivée de y sur la dérivée de x, doit être égale à la tangente de θ. Si vous supprimez les dénominateurs, ça doit vous donner quelque chose comme ça, la dérivée de x multipliée par sinus θ moins la dérivée de y fois cosinus θ est égale à 0, équation différentielle dont on a vu dans le cours précédent qu'elle n'était pas intégrable et on s'est penché sur la notion d'intégrabilité. Bien. Alors, je vous rappelle donc trois paramètres, x, y, θ. Si on regarde maintenant le paramètre des vitesses, c'est-à-dire les dérivés de x, les dérivés de y et les dérivés de θ, ces vitesses s'expriment dans un espace vectoriel, c'est-à-dire une combinaison de trois vitesses élémentaires qui sont ce qu'on appellera tout à l'heure des champs de vecteurs, hein, qui s'expriment comme ça. Alors, si vous prenez une vitesse où il y a θ point qui est égal à 0 et x point égal à cosinus θ, y point égal à sinus θ, donc qui vérifie précisément cette équation différentielle. Hein, si vous remplacez x point par cosinus ici, vous avez cosinus sinus
moins, vous remplacez y point par le sinus, ici, y point sinus, donc ça fait cosinus sinus moins sinus cosinus égale à 0. Bon, donc c'est bon, elle est autorisée celle-là. Et c'est quoi? C'est un mouvement, si on l'intègre, où θ point reste égal à 0, c'est-à-dire si vous l'intégrez, vous allez en ligne droite. Hein. Si vous prenez celui-ci qui en est un autre, vous voyez, c'est à peu près la même chose ici, donc c'est avancé en gros, mais en même temps vous tournez, c'est-à-dire θ point est égal à 0, ben vous décrivez un arc de cercle. Et puis vous auriez une troisième possibilité qui est indépendante des deux autres, hein, ce champ de vecteurs-là, qui serait de faire moins sinus θ cosinus θ. Oui, mais alors regardez, si vous prenez ça, vous remplacez ici le x point par moins sinus θ, le y point par un cosinus θ, donc vous avez moins sinus carré moins cosinus carré égale à 0, mais non, ça c'est pas possible. Hein, ça c'est pas possible, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement que ce mouvement-là est interdit. Hein, la voiture roule sans glisser. Hein, et donc, vous n'avez plus qu'un espace vectoriel de dimension 2 qui correspond, vous vous souvenez, au volant qui vous permet de tourner, en gros, et puis à l'accélérateur, qui est le frein. Hein, le frein et l'accélérateur, souvenez-vous, c'est exactement la même chose d'un point de vue mathématique. Hein. D'un point de vue pratique, il y a des petites différences, mais hein, d'un point de vue mathématique, c'est la même chose. Bien, alors, donc il se posait le problème de, bon sang, est-ce qu'on peut aller n'importe où avec ça et tout? Comment on doit engendrer un espace de dimension 3, on n'a que 2 commandes, hein, comment faire? Eh bien, on a prouvé que c'était faisable. Hein. C'est-à-dire que simplement avec ces 2 champs de vecteurs élémentaires, hein, on pouvait s'amuser à les combiner, d'abord reculer pour se mettre là, et puis on a introduit une manœuvre particulière sur laquelle on a pas mal travaillé le 13 février, puis après on reculait en ligne droite. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on ajoutait à ces 2 champs de vecteurs possibles une manœuvre qu'on a finalement, on a dit l'image elle est correcte. C'est si la distance ici, si la longueur de ces petits morceaux de trajectoire tend vers 0, eh bien la direction vers laquelle vous partez, c'était précisément la direction qui était interdite tout à l'heure. Hein, vous ne pouvez pas aller directement dans cette direction verticale ici, mais vous pouvez y aller en manœuvrant. Eh bien, en gros, et encore une fois, c'est une bonne illustration, gardez en tête que ce mouvement-là est une bonne image mentale de ce qu'on appelle un crochet de lit de champ de vecteurs, c'est-à-dire c'est le crochet de lit de aller en ligne droite et tourner. D'accord? Donc c'est cette manœuvre-là, c'est un concept mathématique, encore une fois, cette image-là, gardez-la comme l'image vraie, il n'y a pas de tricherie, il faut simplement faire tendre ceci vers toutes les longueurs élémentaires vers 0, et vous avez ça. Bien. Et donc vous arrivez à une notion, donc vous pouvez aller n'importe où, et là, on va introduire une notion qui est fondamentale, qui est la notion de commandabilité locale. Alors, non seulement on a prouvé maintenant qu'on peut aller n'importe où, mais je voudrais savoir où est-ce que je peux aller si j'ai très peu de temps, hein, si je donne un voisinage dont je ne veux pas sortir. Alors, je pars d'un point ici, d'un point qui est donné ici, et je ne veux pas sortir d'un voisinage. Pensez que vous êtes coincé avec un créneau, par exemple, hein, pour faire un créneau. Hein, vous êtes dans un ouvert de ce point-là, il est de dimension 3. Hein, c'est le point x, y et θ. Quand on ajoutera des remorques tout à l'heure et tout, ça augmentera en dimension, mais c'est un point dans, souvenez-vous, l'espace des configurations. Donc ce point-là, je ne veux pas sortir de là. Et je me dis, est-ce que je peux atteindre ce point sans sortir du voisinage? La réponse, ben oui, j'y arrive. J'ai trouvé une méthode pour faire ça, j'y arrive. Est-ce que je peux atteindre ce point sans sortir du voisinage? Mais là, j'ai beau chercher et tout, non, je ne peux pas. Je peux atteindre ce point, mais je suis obligé de sortir du voisinage. Donc, il y a 2 types de points. Il y a ceux que je peux atteindre sans sortir du voisinage jaune et ceux que je ne peux pas atteindre sans sortir du voisinage jaune. D'accord? Bien, eh bien, si les points que vous pouvez atteindre sans sortir du voisinage constituent un voisinage du point de départ, alors on dira que le système est commandable localement. Hein? Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que ce n'est pas vrai pour tous? Non, on verra qu'une voiture qui va qu'en marche avant, par exemple, une voiture qui va qu'en marche avant, on le verra, vous pouvez aller, si vous enlevez tous les obstacles, hein, partout, vous êtes dans le désert, vous avez votre voiture qui va qu'en marche avant, vous pouvez aller n'importe où, en faisant des grands détours. Pour aller avec une voiture qui va qu'en marche avant de cette position-là à celle-ci, hein, vous pouvez très bien faire quelque chose comme ça, donc vous y arrivez. Mais vous voyez, vous faites quand même un détour pour y arriver.
Hein, et on sent bien qu'avec une voiture qui va qu'en marche avant, on va peut-être avoir du mal à faire un créneau. Hein, on va y venir. En tous les cas, donc, ce concept-là semble être un concept pertinent. Alors, il l'est pourquoi, effectivement? Parce que si vous savez que votre système est comme ça, alors vous pouvez prendre, on est dans un espace abstrait ici qui est l'espace des configurations, vous avez calculé un chemin sans collision avec des méthodes confèrent la séance, le cours que j'ai fait en partenariat avec Jean-Claude Latombe. Hein. Vous prenez votre fameux problème du déménageur de piano, vous résolvez le problème essentiel, l'évitement d'obstacles. Mais vous n'êtes pas préoccupé des contraintes qu'il y avait sur la voiture. Hein. Donc c'est le piano, ça, vous avez fait le piano. Vous savez que votre voiture vérifie cette propriété en tout point, eh bien vous l'appliquez ici de proche en proche. Donc c'est vrai à partir du point de départ. Donc vous voyez, vous prenez ici le maximum de ce que vous pouvez prendre pour être libre d'obstacles, hein, et puis de proche en proche, vous voyez, vous pouvez approcher votre chemin. D'accord ? Donc ce qui fait que pour un système comme ça, il est possible de dire que tout chemin peut être approché par un chemin admissible. D'accord ? Donc c'est typiquement les manœuvres qu'on va faire pour faire un créneau. En tous les cas, c'est propre, c'est net. Alors, il faut prendre des précautions mathématiques, savoir que ce chemin-là est bien de longueur finie, que c'est un compact, que vous avez couvert avec un nombre infini ici, vous en avez extrait. Bon, ok, il y a des détails mathématiques qu'on nommait, mais qui ne sont pas absolument critiques pour la compréhension. Hein. Eh bien, avec ça, vous avez la possibilité donc de garer votre voiture pour aller d'ici à là. Vous pouvez d'abord voir qu'il y a la place pour passer ici, hein, dans la direction ici qui est interdite, et petit à petit, vous allez approcher donc, cette trajectoire pour la garer. Alors, je n'ai pas dit comment on allait faire, on va le voir un petit peu après. Mais le principe général, ça vous permet de comprendre pourquoi cette propriété-là est critique. Donc ça signifie, on avance très vite là, ça signifie que si votre système est localement commandable, donc vérifie cette propriété, eh bien la planification de mouvement pour ce système-là est décidable. Pourquoi ? Parce que vous avez réduit le problème au problème du déménageur de piano, dont on a prouvé la dernière fois qu'il était décidable. Oui, il suffit de planifier une trajectoire sans collision, et vous avez la garantie de pouvoir approcher cette trajectoire sans collision par des trajectoires admissibles. Donc le problème de garer sa voiture, ou d'une manière complètement générale, on verra d'autres systèmes qui sont localement commandables, le problème de la planification de mouvement pour un système localement commandable est un problème décidable. Alors qu'en est-il d'un système qui ne serait pas localement commandable? Alors c'est un système qui serait comme ça. Hein, vous voyez, vous partez d'ici, vous cherchez tous les points accessibles sans sortir du voisinage et vous vous rendez compte que l'espace accessible ne contient pas le voisinage de l'origine. Hein, vous voyez la différence entre les deux figures. Hein. Ici, vous aviez l'espace vert qui est l'espace des points accessibles sans sortir du voisinage jaune et bien un voisinage de l'origine. Ici, ça ne l'est plus. D'accord ? Alors bon, si votre système vérifie ça, qu'est-ce que vous pouvez dire de la décidabilité du problème de la planification de mouvement? Eh bien, j'en sais rien. Welcome to the club. C'est un problème qui est complètement ouvert. On ne sait pas si ce problème-là est décidable ou pas. Alors voilà un exemple. C'est l'exemple de la voiture. Hein. Vous prenez une voiture qui va qu'en marche avant. Donc une voiture qui va qu'en marche avant, on a eu la chance, et si j'ai le temps, je vous montrerai le logiciel qui visualise ça. Ceci, c'est partant d'un point de départ qui est 0, 0, 0, donc l'origine de R2 croix S1. Je vous donne quelques mètres, hein, et la voiture, ici, c'est l'espace d'accessibilité de la voiture dans l'espace à R2 croix S1. Et vous voyez que si je ne vous donne pas suffisamment, eh bien, cet espace d'accessibilité, il n'englobe pas le point d'origine. Donc je suis bien dans une situation qui est comme ça. Donc je ne peux pas utiliser le théorème d'approximation que j'ai utilisé précédemment. Donc je ne peux pas conclure sur la décidabilité de ce problème. Donc le problème reste entier malgré tout. Est-ce que je peux décider d'une trajectoire ou non?
comprenez bien qu'avec une voiture qui va qu'en marche avant, vous ne pouvez pas faire un créneau, très bien. Mais si jamais il n'y a pas de voiture le long du trottoir, que vous arrivez, c'est une belle ligne droite et tout, rien ne vous empêche de vous garer le long du trottoir avec une voiture qui va qu'en marche. Vous n'avez pas besoin de faire de marche arrière. Si l'espace entre les deux voitures est suffisamment grand, vous pouvez parfaitement vous aligner et vous garer entre ces deux voitures simplement en marche avant. Ce n'est pas toujours utile de faire des marches arrière. La question qui se pose, c'est quelle est la procédure, quel est l'algorithme qui automatiquement va vous dire c'est possible ou c'est pas possible? Mais cet algorithme, on ne l'a pas. On ne l'a pas. On ne sait pas décider d'un mouvement. D'accord? Donc voilà le premier problème ouvert, qui est le problème de la planification. Alors pour la voiture qui va qu'en marche avant, mais je vais le généraliser, vous pouvez le prendre pour en gros tout ce qu'on appelle les systèmes à dérive. Alors ici, vous voyez, je me suis amusé à prendre un petit exemple qu'on avait fait dans des jeux vidéo. Vous avez un petit avion, là. Ben, un petit avion, vous sentez bien que c'est difficile pour un avion de manœuvrer. Hein, alors bien qu'il existe maintenant des avions qui peuvent faire du surplace et tout ça, mais je ne veux pas aller loin. Donc pourquoi? Parce qu'il est constamment poussé vers l'avant par sa vitesse. Donc c'est pour ça qu'on parlera d'un système à dérive. Eh bien, la planification de mouvement pour ce type de système, c'est un problème ouvert. Alors vous êtes en droit de me dire, oui, mais comment vous avez fait alors pour calculer ça? Rappelez-vous les méthodes probabilistes. Les méthodes probabilistes qu'a introduites Jean-Claude Latombe, qu'il a analysées, ne s'intéressent pas à la complétude, donc à la décidabilité du problème. Si elles ne trouvent pas une solution, on ne peut pas conclure à l'absence de solution. Vous vous souvenez de ça? Donc là, tout simplement, on a utilisé, pour ce petit exemple-là, on a utilisé des méthodes probabilistes. Mais elles ne résolvent pas le problème de la décidabilité de la planification de mouvement pour des systèmes commandables sans qu'ils soient localement commandables. Donc vous voyez la différence qu'il y a entre la voiture et ces systèmes. La voiture, c'est propre, c'est net, c'est clair. Voilà. Pour les systèmes avec dérive, ben, le problème est ouvert. D'accord? Bien. Premier problème donc, dont on a fait le tour. Alors maintenant, on va poursuivre. Et en gros, je reprends ce transparent, là, c'est pour dire la planification de mouvement pour un système localement commandable et décidable. Bon, ça, c'est une preuve d'existence. Hein, on a dit que si mon système vérifiait cette propriété en tout point, alors je peux paver n'importe quel chemin et ça marche. Il existe une trajectoire. Oui, mais ce que je voudrais maintenant, c'est une preuve constructive. L'existence, c'est bien, mais on est des roboticiens, on cherche à faire en sorte que ça marche. Donc là, pour l'instant, on n'a qu'une preuve d'existence. Il existe un algorithme qui permet de décider si vous pouvez garer votre voiture ou pas. Magnifique. Mais comment faire en pratique? Comment faire en pratique? Donc il faut que vous ayez, en fait, la difficulté, ça va être comment trouver une méthode qui va vous permettre de ne pas sortir. Imaginez que je vous donne une voiture, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais vous décidez d'aller qu'en marche avant. C'est dommage, vous n'avez pas trouvé la marche arrière. Ben, vous tombez sur un problème dont on a prouvé qu'il n'était pas décidable. Pourtant, vous l'utilisez qu'en marche avant. Bon, c'est votre problème, mais avec ça, vous ne pouvez pas résoudre le problème du parking. Donc pour résoudre le problème du parking, il faut faire marche avant et marche arrière. Oui, mais qui me l'a dit? Quelle courbe, quelle stratégie il faut que j'utilise pour ne pas sortir de ce voisinage-là? Hein? Donc une preuve constructive. Alors je continue sur la voiture. On a eu un très grand bonheur ici, c'est de résoudre ce problème. Ici, vous voyez ce qui se passe. Le voisinage ici est ouvert. Hein, c'est-à-dire là, vous aviez, sans sortir du voisinage jaune, il est possible d'atteindre le voisinage vert. Eh bien, si vous utilisez des trajectoires qu'on va qualifier d'optimales, alors optimales suivant un certain critère, optimales en longueur par exemple, ici c'est le cas, on prend des trajectoires optimales en longueur, eh bien à ce moment-là, le jaune et le vert s'identifient.
Hein, c'est-à-dire, vous prenez ici l'ensemble d'accessibilité qu'on a évoqué lors du cours du 13 février. Vous vous souvenez, là, ces merveilleuses boules. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous jetez une voiture dans l'eau. Hein, vous vous souvenez, ça fait des ronds. Alors, ce n'est pas tout à fait des ronds, ça fait des structures comme ça, hein, qui sont magnifiques, qu'on a vu jouer. On pourra les rappeler si on a le temps en fin de cours. Bien, eh bien, vous avez la garantie qu'à l'intérieur de ces structures-là, eh bien, quelle que soit la trajectoire, donc il faut imaginer que vous avez le point qu'on ne voit pas ici, hein, qui est au milieu de cette trajectoire-là, eh bien, toutes les trajectoires optimales là, ne vont pas sortir de cette boule-là, elles vont bien rester tranquilles, et c'est avec ces boules-là qu'on fera le pavage, hein, des trajectoires qu'on aura calculées par un autre là. Alors là, on a eu un coup de chance terrible, parce qu'on a su résoudre le problème suivant, c'est quelle est la trajectoire la plus courte pour aller de cette configuration-là, xy, vous voyez, avec un θ égal à 0, à cette configuration-là, xy, avec un θ égal à 0. Hein, quelle est la trajectoire la plus courte? Parmi toutes les trajectoires, il y en a une qui est la plus courte. Eh bien, des chercheurs, alors ça se passe à la fin des années 80, c'est un résultat qui a été éprouvé par deux chercheurs qui travaillaient à AT&T Bell Lab aux États-Unis, qui ont prouvé que le plus court chemin pour une voiture pour aller d'une configuration quelconque à une configuration quelconque est une séquence finie de segments de droite et d'arcs de cercle, les arcs de cercle étant d'un rayon minimum qui est le rayon de braquage de votre voiture. Voilà. Hein, voilà, ils ont prouvé ça. Hein, alors, c'était à la fin des années 80, le résultat est paru en 1990 dans Pacific Journal of Mathematics. Vous regardez la preuve, elle est un peu pénible. Hein, mais elle est complètement effective dans le sens qu'elle se termine par une classification de tous les chemins possibles. Cette preuve-là sera reprise dans les années 90, en particulier par Hector Sussman, qui est un mathématicien de Rutgers University aux États-Unis, qui appliquera des outils modernes qui sont le principe du maximum de Pontryagin. À l'INRIA, Sofia Antipolis, Jean-Daniel Boissonnat et son groupe feront de même. Au LAS aussi, on s'empare de ce problème-là, on produit ça, et on produit des démonstrations beaucoup plus élégantes que la démonstration initiale, mais le résultat est toujours le même. Hein, le résultat est le même, c'est-à-dire pour aller d'un point comme ça à un point comme ça, vous avez une séquence finie d'arcs de cercle et de segments de droite. Alors séquence finie, ça c'est le bonheur pour un ordinateur, parce que vous calculez toutes les possibilités, il y en a 48 possibilités de combinaisons et tout ça. Bon, pour un ordinateur, il n'y a pas d'état d'âme, il calcule les 48 et il prend la plus petite, hein, celle qui est la plus courte longueur, et c'est un algorithme qui est parfaitement correct. Donc vous pouvez sélectionner dans tous les cas, vous pouvez sélectionner un plus court chemin. Donc la méthode, en utilisant ces courbes-là, c'est avec ces courbes-là que vous allez pouvoir approcher n'importe quel chemin, et votre algorithme est parfaitement bien conçu. Vous êtes sûr qu'il va converger. Hein, en particulier, par exemple, ça, on sent bien que c'est la manœuvre qu'on va utiliser pour faire les créneaux. Et ce qu'on a évalué le 13 février, c'est que le coût de cette approximation varie comme l'inverse du carré de l'espace libre. Hein, vous vous souvenez, je ne reviens pas là-dessus, mais on a les moyens donc, de parfaitement modéliser ça. Donc magnifique. Commande optimale pour la voiture, un problème résolu, propre, on sait parfaitement garer un véhicule. Très bien. Alors on va essayer de généraliser ça. Hein, on va le généraliser, si on prend un autre système, par exemple en ajoutant des remorques, j'en sais rien, on va généraliser ça. Ben oui, mais c'est là où on a eu, où je résume déjà la conclusion, on a eu une chance énorme de tomber sur ce système-là. On a eu un coup de chance parce qu'on a pu le résoudre complètement, et en mathématiques, c'est un cas particulier, il n'a rien de générique. Alors effectivement, la première tentative qu'on a faite, et qui constitue le deuxième problème ouvert que je vous propose ici, c'est regarder ce robot-là. Alors c'est le robot Hilar du LAS, hein, qui a été mis en place à la fin des années 70 par Georges Giralt. Hein, ceux qui ont suivi la leçon inaugurale, j'avais évoqué à ce moment-là, c'est vraiment un robot qui a fait démarrer la recherche en robotique mobile en France, hein, un des plus anciens, que vous pouvez aller admirer d'ailleurs maintenant au Musée des Arts et Métiers.
Hein, il est exposé au Musée des Arts et Métiers comme une pièce maîtresse de la recherche en robotique au niveau français. Alors, qu'est-ce qui différencie ce système-là de la voiture? Alors, ce qui différencie, c'est que le modèle de la voiture que nous avons considéré jusqu'à présent était un modèle, en gros, de commande en vitesse. Je ne vous ai parlé que de vitesse linéaire. Je ne suis pas rentré dans les détails des actionnements, mais ce n'était pas gênant parce qu'on voulait faire de la planification de mouvement. Sous-entendu, les trajectoires qu'on produit pour garer sa voiture, elles sont exécutées avec une vitesse faible. Donc, on ne fait pas du 300 km/h pour garer une voiture. Donc, on accepte de passer par des vitesses nulles, enfin, etc. Bien. Alors là, quand même, on a voulu prendre Hilard. C'était un système qui n'était pas une voiture. Vous voyez, il n'y a pas de volant, en particulier. Alors, comment tourne-t-il? C'est tout simplement, il a deux roues motrices ici. Il a deux roues motrices, mais avec deux moteurs indépendants. Et là, il a une roue folle qui lui permet de se stabiliser, de ne pas tomber. Donc, il n'a que deux. Voilà. Alors, vous prenez les deux roues indépendantes, vous exercez la même vitesse sur les deux roues, il va avancer en ligne droite. Vous prenez une vitesse sur une roue et vous inversez la vitesse sur l'autre roue, il va se mettre à tourner sur place. Par exemple, quelque chose que ne sait pas faire une voiture. Il va tourner sur place, comme ça, là, il va pivoter. Voilà. Donc, avec ces deux commandes-là, vous sentez bien que c'est presque comme une voiture, vous pouvez aller n'importe où. Magnifique. Le système va être en plus localement commandable. Bon, on va essayer donc de produire des trajectoires qui ne vont pas sortir d'un voisinage qui sont imposés. C'est-à-dire, on cherche la commande optimale pour Hilard. Alors, le problème, on a un système de commande ici, alors vous voyez, où j'ai introduit la roue gauche et la roue droite. Et même on prend un modèle de commande un petit peu plus élaboré où on ne commande plus en vitesse, on le commande en accélération. C'est-à-dire on va appliquer une commande ici sur la roue gauche, sur l'accélération de la roue gauche, et ici une commande sur l'accélération de la roue droite. Alors pour trouver maintenant les vitesses en position et en orientation, vous voyez bien que la vitesse en rotation, ça sera la différence des vitesses exercées sur les roues, et la vitesse linéaire, si vous voulez, ça sera la demi-somme des vitesses exercées sur les roues. Oui, non, ça marche. Bon, donc c'est parfaitement propre, défini et tout. Et puis les accélérations, on va les borner. Voilà. On va dire, on a une accélération bornée ici, qui est entre 0 et 1 sur la roue gauche, et entre moins 1 et 1 sur la roue gauche, et entre moins 1 et 1 sur la roue droite. Donc c'est parfaitement symétrique et tout. Voilà, et là, vous appelez votre collègue mathématicien, qui est spécialiste de l'application du principe de maximum du Dupont-Triagine, vous lui donnez ces équations, vous lui donnez ces contraintes-là, il déroule tout ça et il vous dit, c'est magnifique, ton problème, il est simple, puisque les commandes à effectuer là-dessus sont bang-bang. Ah, ça veut dire quoi, ça, bang-bang? Ça veut dire que les trajectoires optimales sont obtenues en prenant les coins du carré. Voilà. Ce n'est pas la peine d'aller taper à l'intérieur, ce n'est pas la peine de prendre les points frontières, il n'y a pas d'extrémale singulière, le problème est extrêmement propre, absolument magnifique. Donc les commandes optimales sont obtenues, donc c'est le mathématicien qui le dit, je ne rentre pas dans les détails là, sont obtenues en appliquant les contrôles extrêmes, donc il y en a quatre, et qui sont symétriques. Il y a ces deux-là, et alors si on les intègre, ces deux-là, eh bien, ça donne on connaît ces courbes. On sait ce que c'est. C'est des spirales de Cornu, ou connues aussi sous le nom de clotoïdes. Ce sont des clotoïdes, des bonnes grosses. Alors on va commenter un petit peu ces propriétés, cette courbe-là. Ce sont des clotoïdes, donc ce n'est pas des arcs de cercle, ce n'est pas des segments de droite, c'est un petit peu plus compliqué, c'est des clotoïdes. Bien, alors les autres solutions ici, ce sont ces deux autres coins ici. Eh bien, ça, ce sont des développantes de cercle. Vous savez, la développante de cercle, ce que c'est, vous prenez une bobine de fil ici en bleu, et vous commencez à prendre le début du fil que vous déroulez en le tendant. Oui, on a vu ça. En fait, ce sont des belles courbes géométriques, bien connues, bien simples. Et là, on a un problème vraiment de roboticien, là, et on trouve des beaux concepts de géométrie, bien connus, bien, très bien. Alors, deux mots là, sur ces résultats, là, parce que pour l'instant, on ne voit pas en quoi le problème est ouvert.
puisque tout avance très bien. Il n'y a pas de singularité, le problème est bien posé, c'est pur, on sait très bien que ce sont des commandes bang-bang, on identifie les courbes, 2 mots sur ces courbes-là. Alors donc on sait que les solutions, les trajectoires optimales vont être des séquences de clotoïdes de développement de cercles, de la même manière que tout à l'heure, c'était des séquences de segments de droite et d'arcs de cercle. Alors penchons-nous un tout petit peu sur la clotoïde, c'est une courbe merveilleuse qu'on connaît bien par ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est la courbe qui est utilisée en génie civil quand vous construisez une autoroute, quand vous construisez un val. C'est une courbe qui est parfaitement connue, qui permet de joindre une ligne droite à un virage. Alors pourquoi elle est sympathique ? Parce que son équation en coordonnées polaires dit que la courbure de la trajectoire est inversement proportionnelle à l'abscisse curviligne, ρ égale 1 sur S. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous partez avec une courbure infinie et vous passez en temps fini à une courbure finie. Donc si vous preniez ici simplement un segment de droite et un arc de cercle ici, un arc de cercle, ça vous permettrait de faire le virage. Mais un arc de cercle a une courbure constante, le segment de droite aussi, enfin une courbure infinie, mais vous allez avoir une discontinuité. Donc si vous voulez faire ça sans secousse, vous êtes obligé de vous arrêter. Ce qui serait un petit peu gênant, quand on conduit, à chaque fois qu'il faut tourner, il faudrait s'arrêter. Ou alors, si vous faites ça, vous allez le faire au prix d'une discontinuité de la courbure, ici, que vous ne pouvez pas réaliser, physiquement, vous ne pouvez pas la réaliser, et puis surtout, vous allez vous prendre une discontinuité au niveau du choc, mécaniquement. Il va y avoir un choc. C'est-à-dire, si on ne dessinait pas comme ça les courbes du val, eh bien, vous auriez des secousses, là, à chaque fois qu'il tourne. Vous sentiriez une force s'appliquer, alors qu'une des propriétés essentielles de ces courbes-là, c'est que vous pouvez parfaitement les suivre à vitesse constante, sans ralentir dans le virage, et vous n'éprouvez aucune discontinuité dans la courbure, donc dans la force qui est exercée sur vous. C'est utilisé en pratique. Les clotoïdes servent à lisser les virages, si vous voulez. Bien. Alors, je remonte quand même, là, c'est rigolo ça, parce que si les clotoïdes servent à lisser là, ce qu'on vient de dire, la question qu'on s'est posée, bon sang, ce système-là étant si symétrique que ça, il est vraiment très symétrique, est-ce que les développantes de cercles ne lisseraient pas quelque chose ? Je viens d'expliquer, d'insister que les clotoïdes, c'est connu, ça lisse de manière vraiment confortable la possibilité de passer d'une ligne droite à un virage. Alors, par symétrie, encore une fois, le problème est tellement pur, si vous voulez, on est en droit de se poser la question, les développantes de cercles, ça lisse quoi ? Alors ça, c'est plus subtil à voir, et on comprend que c'est moins familier. Ici, j'ai pris une développante de cercle et sa symétrique ici. Alors, regardez ce qui se passe. Là, en fait, cette courbe-là est en train de lisser les points de rebroussement. Vous voyez, quand vous allez garer votre voiture, par exemple, vous allez aller en marche avant, vous vous arrêtez et vous repartez en marche arrière. Alors, regardez bien le mouvement que je fais, là. Je prends, par exemple, un arc de cercle. Je prends un arc de cercle, là, je fais ça. Là, je m'arrête. Donc, j'étais à une courbure négative qui était à une certaine valeur. Je m'arrête, je braque les roues, je reprends une autre courbure, et je fais ça. Je suis obligé de m'arrêter, ici. Dans cette trajectoire-là, qui sera suivi par la voiture ou par le robot, je vais bien passer par une vitesse linéaire nulle, puisque je passe de la marche avant à la marche arrière. Donc oui, je m'arrête. Mais la durée de mon arrêt avec ces courbes-là peut être 0. C'est-à-dire qu'au lieu de faire j'avance, je m'arrête et je continue, je ne prends pas le temps de braquer
Si vous voulez, pour changer mon rayon qui est discontinuité, tout est parfaitement continu. C'est-à-dire que ce que je peux faire comme mouvement, c'est un mouvement où, quand je tourne comme ça, j'ai une vitesse angulaire qui est comme ça, eh bien, je n'arrête pas et je repars en arrière. C'est-à-dire que cette courbe-là peut être décrite à vitesse de rotation constante. C'est une courbe qui lisse les points de rebroussement. Vous voyez, c'est des courbes qu'utiliseraient des patineurs, par exemple. Hein, vous voyez, ils n'arrêtent pas de... Ils tournent comme ça et ils sont capables de repartir en arrière. Application à l'automobile, je n'ai pas trouvé. Hein. Ceci dit, à l'époque, il y avait une entreprise qui vendait des robots. Là, c'était Midi Robot, une start-up qui avait été créée par le LAS. Et ils avaient implanté cette commande-là, qui est très facile à implanter sur le robot. Encore une fois, c'est une commande bang-bang, hein, souvenez-vous, c'est vraiment très très facile à faire. Eh bien, les clients aimaient beaucoup ce caractère complètement lisse quand le robot devait manœuvrer. Hein, quand le robot devait manœuvrer, donc il y avait ça. Bien, donc magnifique, où est le problème? Hein, vous avez tout résolu, c'est de la belle géométrie, c'est très joli et tout. Eh bien, le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est le nombre de commutations. Je n'ai pas les moyens aujourd'hui de vous dire, de vous dessiner les mêmes courbes que les courbes de Riedesheim en me disant je veux partir d'ici et je veux aller là. Je sais qu'il faut que j'y aille avec des clotoïdes et des développantes de cercles. Mais combien de morceaux, hein, dites-moi qu'il y a, tout à l'heure je vous ai dit il y a 48, hein, 48 cas possibles. Bon, là il y en a combien de cas possibles? Eh bien j'en sais rien. J'en sais rien. Et ce problème-là est un problème extrêmement, extrêmement difficile en mathématiques. C'est un problème complètement ouvert. Hein, s'il y a des étudiants dans la salle qui veulent faire une thèse, enfin, qui veulent prendre ce sujet, bienvenue, je leur donnerai toute la bibliographie, mais moi, je ne les encadre pas. Hein, j'ai trop passé de temps pour essayer de résoudre ce problème, je ne sais pas faire. Hein, et il faudra qu'ils fassent une thèse en mathématiques et pas en robotique. Hein, le problème est vraiment extrêmement, extrêmement difficile. Voilà un problème ouvert. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est pour ce petit engin là, qui est aux arts et métiers, je voudrais l'amener d'une position donnée à une autre position donnée en temps optimal. Je sais parfaitement quelle courbe il faut utiliser, mais je n'ai pas d'algorithme pour faire ça proprement. D'accord? Bien. Alors maintenant, on va passer à la troisième partie, et troisième problème ouvert sur les chariots à remorque. Alors on va attacher maintenant des remorques à ces chariots-là. Alors on a vu tout à l'heure le cas de la voiture, d'accord, et on a vu qu'il fallait, avec deux commandes là, plus un crochet de lit, on pouvait manœuvrer. Alors je vais dire pourquoi, parce qu'il me faut un crochet comme ça, une combinaison de deux champs de vecteurs qui sont ici, on dira que le degré de non-autonomie c'est 2. Hein, c'est 2, c'est-à-dire il faut, avec un type de manœuvre comme ça, je m'en sors et je peux aller n'importe où, le degré de non-autonomie est 2. Bien. Alors maintenant, je vais attacher une remorque. D'accord ? J'attache sur mon robot, là, j'attache une remorque ici. Alors la tâche est un petit peu particulière, vous allez voir que ça a son importance. Alors, j'ai toujours, en attachant une remorque, je ne change pas mes commandes. Hein. Vous voyez, si vous prenez que les 3 premières variables, ici, vous retrouvez exactement le cas de la voiture, ici. Hein. Même si je l'illustre par un robot avec 2 roues motrices, peu importe. Ici, vous retrouvez bien. Donc, ce que ça dit, simplement, on est obligé de rajouter une 4e variable, la 4e variable étant l'angle que fait la remorque avec le robot. D'accord ? Alors, comment évolue quand le robot va en ligne droite? Vous vous souvenez, ça c'est le robot qui va en ligne droite. Comment évolue l'angle de la remorque? Eh bien, le phi point varie comme moins sinus phi. Bon, là aussi, ce sont des courbes assez sympathiques qu'on connaît, c'est la tractrice, qui sont des bonnes courbes géométriques. Bon, peu importe, on connaît comment varie. Si vous allez en ligne droite, on sait comment varie l'angle de la remorque. Et si vous tournez sur place, ce qui n'était pas possible pour la voiture, mais pour ce système-là, on peut. Hein. Si vous tournez sur place, donc vous voyez, x point égale à 0, y point égale à 0, si vous intégrez, c'est constante. Donc, eh bien, là, vous tournez sur place, c'est clair que, vu la tâche que j'ai considérée, c'est-à-dire j'ai mis la tâche de la remorque juste au-dessus des roues motrices, le robot va tourner, mais pas la remorque. Donc, relativement à la remorque,
la variation angulaire du robot sera la même que la variation angulaire de la remorque, puisque c'est relatif. La remorque ne bouge pas. Voilà, bien. Hein, bon, oui. Alors, donc on a deux entrées ici, on a deux champs de vecteurs. Et maintenant, je vais prendre le crochet de Lie. Bon, le crochet de Lie, c'est très bien, on va retrouver les trois premières variables, parfait. Et quand finalement le robot manœuvre pour glisser comme ça, voici comment varie la remorque. Parfait. On a gagné une troisième dimension. Hein. Là, on est dans un système de dimension 4. On fait un crochet, on gagne une dimension, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce qu'on voudrait aller n'importe où, donc engendrer un espace de dimension 4. Donc il faut continuer. Il faut continuer. Eh bien, continuons. On va prendre des crochets de crochets, c'est-à-dire on prend ce crochet-là, et on va faire une manœuvre avec celui-ci. D'accord? Vous voyez, j'ai pris ce champ de vecteur qui est allé en ligne droite, et je le combine, je vais faire une manœuvre avec ce crochet-là. Et on va essayer de voir, alors mathématiquement, on a des opérateurs différentiels qui vous permettent de calculer ça automatiquement et de trouver ce résultat. Bon, mais j'ai dit que je ne voulais pas rentrer dans les détails, donc je vais vous donner une intuition géométrique. L'intuition géométrique, je vais combiner ça sous forme de crochet. Donc je prends ces deux champs de vecteurs-là, celui-ci, aller en ligne droite, et le crochet, vous vous souvenez du crochet vert, c'est celui qui faisait les petites manœuvres. Donc j'y vais, j'applique le premier. Ça me dit, va en ligne droite, pendant une certaine longueur, tôt. Hein, vous vous souvenez, je l'avais dit. Et maintenant, je vais appliquer un crochet de même longueur. Hein, mais un crochet de même longueur, c'est celui-ci. C'est-à-dire ici, je prends un quart, un quart, un quart, et puis je fais un quart de plus en ligne droite, un quart comme ça, un quart en reculant, un quart en reculant. Hein, vous vous souvenez, ça c'est bien ce que j'avais appelé le crochet ici, ça illustre le crochet de Lie de ces deux champs de vecteurs. Et maintenant, je prends l'opposé. Je prends l'opposé, c'est-à-dire je recule en ligne droite exactement de la même valeur. Et je fais le mouvement vert, ici, je fais le mouvement vert en sens inverse. Donc, vous voyez, c'est géométriquement parfaitement correct. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ça ne servait à rien, je reviens exactement au même point. Je reviens au même point dans x, y et θ. Donc c'est normal que je trouve des zéros ici. X point égale 0, Y point égale 0. Mais en faisant ça, j'ai fait varier l'angle de la remorque. L'angle de la remorque a varié. Et là, ça y est, j'ai gagné. Parce que j'ai deux champs de vecteurs et quatre types de manœuvres. Une qui est élémentaire, qui correspond à ça, et l'autre qui est beaucoup plus complexe, qui correspond à ça, qui est faite de crochets de Lie de longueur 3. On dira que le degré de non-honolomie du système est 3. D'accord? Voilà, donc voilà comment ça marche. Donc, avec ces systèmes-là, eh bien, on peut prouver qu'on peut aller n'importe où, d'où, à nouveau, le système il est localement commandable. Il est localement commandable grâce à cette propriété, et donc on sait que le problème de la décidabilité, le problème de l'existence d'un mouvement sans collision pour ce type de système est un problème qui est parfaitement décidable. Très bien. Donc là, oui, vous pouvez garer votre voiture avec votre caravane. D'accord? C'est faisable, il suffit d'appliquer toute cette théorie-là. Si vous arrivez à tirer votre voiture et votre caravane comme ça, vous pouvez passer au volant et puis manœuvrer, et vous avez. Donc ça marche bien. Et maintenant, il reste le problème de la preuve constructive. Hein, il va falloir le faire. Bien. Donc, le problème, c'est, allons-y, essayons de modéliser le système avec ça. Alors, comment on a fait historiquement? Comme on avait eu pas mal de succès avec la commande optimale, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas calculer les trajectoires optimales pour un chariot avec sa caravane? Et on s'y est mis. On n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. Alors, on a fait du calcul numérique, on y viendra après. Hein. Vous pouvez toujours le faire en numérique. Mais là, pour l'instant, je voudrais le faire en exact. Hein. Vraiment, comme on l'a fait proprement avec les courbes de Ried-et-Schepp. On viendra au problème de... Mais pour l'instant, on résiste. Hein, encore une fois, on résiste. On se pose la question qui est bien posée. Est-ce que je peux aller de là à là, sans sortir d'un voisinage? Bon, modèle du chariot romain. On essaye avec la commande optimale. On ne sait pas faire. Alors là, on va faire de la géométrie, et on va voir que cette géométrie-là a un certain caractère de généricité, dans le sens suivant.
Si vous regardez ce système-là, vous voyez, je considère que la remorque. Je vais considérer un point particulier ici, qui est le milieu des roues de la remorque, et je vais considérer une trajectoire admissible ici. Vous voyez? Une trajectoire qui est admissible, c'est-à-dire je considère que la remorque est en mouvement, tractée par la voiture, on va voir. Eh bien, rien que par l'observation de ce point ici, je vais pouvoir reconstruire tout le système. Regardez, c'est très simple, hein, c'est une petite construction géométrique. Je vais dire, par exemple, que ma remorque ici, elle suit un arc de cercle. Hein. Eh bien, la tangente à l'arc de cercle vous donne la direction de la remorque. Hein. Vous voyez, j'ai pris la normale ici aux roues. Ça, je constate que localement, la courbure, le centre de courbure est ici. Oui. Alors, est-ce qu'à partir de cette information-là, je peux reconstruire la position de la voiture qui est en train de la tracter? Eh bien oui, parce que la construction géométrique est la suivante. Ça veut dire que ça, c'est le milieu de la voiture, souvenez-vous. Instantanément, le centre instantané de rotation, il est quelque part par là. Donc la voiture, elle suit nécessairement une trajectoire qui est comme ça. Mais si elle suit une trajectoire qui est comme ça, je peux parfaitement prendre la dérivée de cette trajectoire-là, qui me définit, par définition même de l'équation de non-honolomie du roulement sans glissement, qui me définit précisément l'orientation de la voiture. Donc vous voyez, je raisonne qu'avec deux variables ici, et avec ces deux variables, je suis capable de reconstruire exactement la position de la voiture. Oui? D'accord? Bon, c'est simple, hein, vraiment, c'est pas sorcier. Mais alors maintenant, je peux introduire une courbe canonique qui serait la courbe qui me maintient cet angle constant. Hein, je voudrais maintenir cet angle constant. Eh bien, il suffit de faire décrire à la voiture cet arc de cercle-là. Vous voyez, tout se transporte, et là, si la voiture reste le long de cet arc de cercle, ici, eh bien, elle tourne en rond, c'est le cas de le dire, hein, mais vous voyez, l'angle va rester parfaitement constant. Donc, c'est une courbe canonique. Oui? Bon, voilà, une petite construction géométrique très simple. Bon, mais ce n'est pas ce que je veux faire, hein, je veux aller n'importe où. Mais je vais prendre cette courbe canonique, et maintenant, je vais dire, regardez un petit peu, je vais essayer de mettre en place une méthode. Donc, ici, je considère un point qui est un point de dimension 4. X, Y, θ, et l'angle, hein, l'angle de la remorque. Donc, dans l'espace de dimension 4, ma courbe canonique, c'est un chemin qui est comme ça, hein, que je représente localement, qui est comme ça. Bien. Et puis, ce que j'aimerais, ça serait aller à un point qui est juste, mettons, juste à côté, puisque la propriété reste quand même locale et on sera capable de faire des approximations. Donc, je prends un point à côté qui a une autre courbe canonique. Il n'y a aucune raison, a priori, que les courbes canoniques s'intersectent. J'en sais rien. Hein. Eh bien, ce que je vais faire, en fait, ça va être une combinaison convexe de ces deux courbes canoniques. Alors là, c'est un petit peu technique, mais finalement, vous anticipez assez loin ici, et puis vous avez la possibilité de faire une combinaison convexe, c'est-à-dire vous prenez lambda fois cette courbe, plus 1 moins lambda fois celle-ci, d'accord, et vous avez une trajectoire qui est parfaitement lisse, qui va vous permettre de connecter la trajectoire rouge et celle-ci en vérifiant toutes les propriétés de roulement sans glissement. Très bien. Mais est-ce que je peux garantir que je vérifie cette propriété-là? Est-ce que je ne suis pas en train de faire des grands détours, par exemple? Eh bien, ce qu'on démontre, et qu'on ne va pas démontrer, mais l'idée de la preuve, c'est ça, c'est que l'espace d'accessibilité de cette méthode-là, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire en faisant des combinaisons convexes autour de cette courbe-là, vous n'atteignez pas un voisinage. Ce n'est pas possible. Vous n'atteignez pas un voisinage, vous voyez, vous ne pouvez pas aller là. Vous ne pouvez pas aller dans cette direction. Mais le voisinage que vous pouvez atteindre a une forme qui est un petit peu comme ça. Bien, ce que vous arrivez à prouver, c'est que si vous avez un point qui est suffisamment proche ici du point, sa courbe canonique va intersecter cet espace d'accessibilité. Eh bien, une fois que vous avez choisi un point ici, eh bien là, il suffira de revenir sur la courbe canonique de ce point pour arriver là. D'accord ? Donc là, vous avez donc une méthode qui est très propre, hein, vous avez vu, simplement en faisant des courbes canoniques qui sont basées uniquement avec des arcs de cercle, en faisant des combinaisons convexes, et puis vous allez démontrer proprement que l'ensemble des points que vous pouvez atteindre sans sortir du voisinage jaune contient bien un voisinage de l'origine. Magnifique. Donc maintenant, on va appliquer tous les autres
tous les autres algorithmes, et puis voilà ce que ça donne. Hein. Donc vous avez ici un robot avec une remorque qui va se garer tout seul en marche arrière dans une position ici. Ici, le robot a exactement la même tâche à effectuer. Vous n'avez pas le recul, mais vous allez voir à un moment. Mais là, simplement, la grosse difficulté, il est parti à peu près du même point, mais la grosse difficulté, c'est qu'il est parti en marche avant. Donc il faut qu'il décide où manœuvrer, où faire sa manœuvre. Et vous voyez, il va chercher sa manœuvre assez loin pour avoir un mouvement assez lisse. Et regardez, il ne percute pas les obstacles. Hein, souvenez-vous, là, il a des modèles des obstacles donnés par des lasers, en fait, etc. Donc là, il a décidé de faire sa manœuvre quelque part par ici, et maintenant, il recule, et il va pouvoir aller se garer exactement dans la même situation. Donc le même algorithme a résolu les deux problèmes. Donc magnifique. Hein, vous voyez que ces maths-là qui sont... Bon, encore une fois, on parvient... Il y a une compréhension du problème qui est relativement subtil du point de vue mathématique. J'ai parlé de crochet de lit, etc. Mais après, les solutions qu'on extrait est extrêmement simple. Hein, on combine des arcs de cercle, mais tout ça est extrêmement propre. Hein, et ça converge bien. Bien, alors, donc ça marche très bien, et qui plus est, alors ça a été la contribution de l'école française d'automatique autour de Michel Fliss, qui montre qu'en fait, ces principes-là sont des principes qui sont relativement généraux dans le sens où ils s'appliquent à des larges classes de systèmes et qui sont les systèmes plats. Alors, si vous voulez, on ne va pas rentrer tout à fait dans les détails, mais la méthode qu'on a vue ici en prenant en compte ce point-là, hein, comme point de référence, voilà, et faire toute cette construction-là, eh bien, vous pouvez l'appliquer aussi à un chariot qui aurait deux remorques à attache centrée. Alors, au lieu de prendre uniquement la courbure, ici, il vous faudra considérer la dérivée de la courbure. Hein, et si vous ajoutez encore une autre remorque ici, vous considérerez la dérivée de la courbure. Hein, tout ça, vous pouvez le faire par cascade, ça marche. Ça marche magnifiquement bien. Si jamais vous considérez la remorque à attache déportée ici, donc vous voyez, là, c'est plus exactement le même système. Ça marche encore, mais pas avec ce point. Le point, il est plus subtil à trouver, puisqu'il faudra considérer ce parallélogramme-là, qui est fait, vous voyez, avec les attaches. Il faudra considérer la diagonale à ce parallélogramme-là, et le point qu'il faudra considérer quelque part par là. Alors, c'est un peu plus subtil, hein, mais ça va marcher pareil. Ça va marcher exactement pareil. Ces systèmes-là sont plats dans le sens où, pour avoir toute l'information sur le système, il suffit de regarder des systèmes qui sont sous-dimensionnés. Ici, un point de dimension 2 pour un système de dimension 3. Ici, un point donc, de dimension 2 dans un espace de dimension 2 pour un système de dimension 4. D'accord ? Suspense, problème ouvert, numéro 3. On ne sait pas faire. Ouais, on ne sait pas faire. Ce système n'est pas plat. On a pu prouver qu'il n'était pas plat. Je vais vous donner les éléments, là, comment faire. Hein, mais on ne sait pas faire, voilà. On ne sait pas faire au sens où, je vous l'ai dit, alors, encore une fois, on ne parle pas de numérique pour l'instant. Hein, on ne sait pas faire, c'est un problème ouvert. Alors, quelle est la difficulté? Donc ça a été les travaux, donc, en particulier une caractérisation pour les systèmes à deux entrées qui a été fait par Pierre Rouchon, donc de l'École des Mines, qui montre que, donc on a un système, vous voyez, je rajoute deux remorques, donc c'est cette forme-là. Alors je ne détaille pas ici parce que, suivant les attaches que vous considérerez, ça sera différent si c'est centré ou pas centré. Si on prend les attaches centrées ici, où ça marche, hein, où ça marche bien, je vous ai le degré de non-autonomie, on va partir à sa recherche, à la recherche du degré de non-autonomie. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est prendre les crochets de lit de ces champs de vecteurs ici. Donc on part de deux champs de vecteurs, toujours pareil, hein, c'est la vitesse, la ligne droite et puis tournée ici, et puis le premier crochet qui vous fait gagner une dimension. Et puis maintenant, vous allez prendre les crochets de crochets. Hein, tout à l'heure, on a fait celui-ci. D'accord ? Qui pour une remorque, ça suffisait. Mais là, il va falloir qu'on aille plus loin, puisqu'on a deux remorques. Il faut faire des crochets de crochets de crochets.
Alors, vous allez vous intéresser à celui-ci. Alors, pourquoi celui-ci? Ce sont des problèmes d'algèbre sur les algèbres de Lie libres, qui sont tout un pan. Bon, c'est effectivement un petit peu technique, mais vous devez considérer, il ne faut pas laisser passer ce champ de vecteurs-là. Mais vous allez le calculer dans cet exemple-là, et puis vous vous rendez compte qu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien, c'est-à-dire il ne vous fait pas gagner de dimension dans l'espace. Hein, c'est une combinaison linéaire des précédents. Donc vous ne gagnez rien. Alors est-ce qu'il faut vous arrêter? Non, continuez, persistez. Faites le crochet de crochet de crochet. Et là, oui, vous allez gagner. Alors vous voyez que en dimension, comme ça, à force, vous avez 2, 3, 4, 5. Eh bien, cette structure-là, qui est particulière, vous garantit, parce que c'est un système à 2 entrées, que votre système est plat. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir un point particulier ici. Alors, après, il faudra partir à la recherche de ce point. Mais ce point-là, c'est le milieu de la remorque arrière, et puis qui vous permet de reconstruire tout le système. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas de la remorque, de ce cas-là, dont j'ai dit qu'il était ouvert? Eh bien, ce qui se passe, c'est que ce crochet-là, qui servait à rien dans le cas précédent, celui-là, il vous fait gagner une dimension de plus. Ah, c'est vachement mieux quand même, hein, c'est mieux quand même. Alors, on passe directement de 2, 3, 5. C'est-à-dire, le degré de non-autonomie ici, pour ce système-là, c'est la longueur du crochet. Le degré de non-autonomie est 4, tandis que ici, le degré de non-autonomie pour ce système-là, quelle est la longueur du crochet maximum? Ici, vous voyez, c'est 3. Mais surtout, on fait 2, 3, 5. Donc ce système-là, d'une certaine manière, est beaucoup plus générique que ce système-là. Eh bien, il ne rentre pas dans la classe des systèmes plats. Et donc, tout le problème est ouvert. On ne sait pas résoudre ce problème aujourd'hui. Alors là, c'est là où je vais introduire des nuances. En tant qu'ingénieur, on va savoir le résoudre malgré tout. Hein, malgré tout, c'est-à-dire on va passer à des méthodes numériques. Mais des méthodes numériques n'ont pas le souci de l'exactitude de cette belle géométrie que j'ai essayé de mettre en place. Et c'est raisonnable. Vous ne cherchez pas à atteindre un point vraiment fixé. Si vous atteignez le voisinage de ce point, ça va bien suffire. Ça va bien suffire. Donc c'est ce qu'on a fait et c'est ce que je développerai dans 15 jours. Je vous expliquerai un petit peu, alors sous l'angle de l'innovation technologique, c'est-à-dire pourquoi on a été extrêmement motivé pour faire la simulation de ces systèmes-là. Hein, je vous le montrerai donc en collaboration avec Airbus et le ministère à l'équipement. Mais le problème exact pour ce système-là reste ouvert. Alors, problème exact entre guillemets, là, parce qu'il y a des travaux récents qui ont été faits par des jeunes collègues français à Orsay et à l'ENSTA, sur lesquels je vais revenir, qui prouvent qu'ils sont capables de construire une séquence de contrôle qui converge vers un contrôle qui vous donnera une solution exacte au problème. Le problème, c'est toujours par convergence qu'on obtient le résultat. Donc ce n'est pas exact au sens des courbes de Ried-Hechep que je vous ai montrées, ou exact au sens de la combinaison convexe des autres courbes que je vous ai montrées. Alors justement, je vais terminer là-dessus avec quelques repères avec un R, bibliographiques ici. Alors je ne vais pas tous le passer, mais pour vous dire que ce problème-là a été introduit donc, en 1986. Le premier article là-dessus était dans un congrès d'Amsterdam que j'ai pu vous évoquer à un moment donné, où pour la première fois on collait des morceaux de trajectoire. Très vite, sur le problème de la commande optimale, avec des chercheurs de Berkeley, Paul Jacobs, qui était venu faire un postdoc avec moi à l'époque, et Atoucho Regé, on a fait le problème de la commande optimale pour Hilard, où on a vu les clotoïdes, les développantes de cercles et tout ça, et on a commencé, vous voyez, en 91, hein, à dire on ne sait pas résoudre, on n'a résolu que partiellement, le problème est ouvert. Le problème est toujours ouvert, vous voyez, 20 ans après. Hein. Alors ensuite, il y a eu des livres entiers qui ont été dédiés à ça, montrer, moi, la commandabilité locale du chariot avec plein de remorques. Et puis, il y a toute eu l'école de Berkeley, avec qui j'ai collaboré, donc l'Université de Californie à Berkeley, qui a introduit des classes particulières de systèmes qui sont les systèmes chaînés. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'école française autour de Michel Flies, de Lévin, Martin et Rouchon ont promu le concept de platitude qui a donné une solution définitive, d'une certaine manière, à cette classe de systèmes particuliers.
hein, qui sont les systèmes plats, qui englobent les systèmes chaînés que Murray et Sastry avaient mis là. Alors après, ben, nous, on a terminé un petit peu toutes ces contributions-là pour savoir en gros où il fallait mettre les points de rebroussement. Donc ça a été l'histoire des combinaisons convexes là-dessus. On a mis en place des méthodes, alors là, avec des collègues italiens, et Frédéric Jean, dont je vais encore reparler, des méthodes qui sont dites d'approximation nilpotente, c'est-à-dire si vous voulez faire du numérique, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut tronquer correctement vos fonctions et tout, donc ça sera la nilpotentisation. Et puis vous avez eu beaucoup plus récemment à l'INARIA, donc Sophia Antipolis, les travaux de Pascal Morin et Claude Sanson, qui disent non, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Arrête de vouloir planifier les trajectoires. Arrête-toi au problème du déménageur de piano et par des simples feedbacks, en utilisant donc des techniques qui sont basées sur des fonctions transverses, on saura l'exécuter en bout de course. Alors, pas de manière exacte, hein, c'est toujours pareil, mais atteindre un voisinage aussi petit qu'on veut. Donc là, c'est proposer une autre alternative qui est vraiment robotique, qui va être une combinaison du problème du déménageur de piano avec des techniques de feedback. Et sur les dernières contributions, vous voyez ici, qui avaient été faites donc, par Runsing Long, qui a été un doctorant de Yacine Chitour et Frédéric Jean, ben, vous voyez, là, il y a un livre qui est en préparation, qui est à paraître, qui va rentrer dans les détails sur le chariot à remorque. Voilà, alors, si on voulait parler un petit peu de choses qu'on n'a pas résolues, c'est ça. Alors ça, on ne sait pas faire, hein. Alors pourquoi? Parce que ben, là, ça ne respecte plus la contrainte de roulement sans glissement. Hein. Voilà. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors il y a à Stanford, dans l'équipe de Sébastien Troun, il y a des premiers résultats là-dessus qui sont avec des méthodes d'apprentissage. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle simplement le prochain cours donc, portera sur la locomotion humaine et humanoïde, les fondements calculatoires, et le séminaire sera donné par Rolf Pfeiffer de Zurich sur comment le corps façonne la manière de raisonner. Je vous remercie pour votre attention.